Tâche beaucoup. que vous faites. Oui, merci de m'avoir invité et je viens de dire que comme attaché santé, c'est toujours intéressant d'être en dialogue avec beaucoup de différents décideurs, hommes politiques en France. Je suis diplômée de Sciences Po et depuis plus que 30 ans, je travaille avec tous les acteurs du domaine de santé au Danemark. J'ai commencé ma carrière en Suède où j'ai travaillé 5 ans et demi et ensuite j'ai travaillé du ministère et l'Agence nationale de santé avec la prévention. J'ai travaillé avec les médecins généralistes. J'ai travaillé avec les accords de santé entre régions, municipalités et médecins généralistes. Et puis, j'ai aussi travaillé avec beaucoup de municipalités au nord du Danemark et j'ai été la chef de la prévention à la municipalité de Copenhague, ce qui me tient beaucoup au cœur. Et si je peux dire quelque chose aussi, je voulais dire que je représente un système de santé qui a une couverture universelle et qui a un accès gratuit et égal et qui est financé par les taxes générales. Et puis, l'histoire que je voudrais vous raconter, c'est un peu une histoire sur un système qui en même temps est centralisé, mais aussi très décentralisé comme système. Très bien. Alors, pour les participants, vous pouvez poser des questions sur le chat et on intégrera ça au cours de de la discussion. Et sinon, vers 13 heures, on fera peut-être une discussion un peu plus générale. Donc, la première question que je voudrais vous poser, Anne, c'est en 2007, le gouvernement danois a initié une grande réforme de son système de santé et ensuite a fait un certain nombre de modifications. Quelles ont été les raisons de ces modifications, de cette réforme? Oui, ce que je veux dire, c'est que la réforme a été faite parce on commençait à voir les défis qu'on partage tous avec une population vieillissante, plus de maladies chroniques, un manque pas un manque, mais d'hôpitaux où on avait pas mal des personnes âgées qui attendaient dans les couloirs pour sortir de l'hôpital. Et on voyait nos hommes politiques que les défis des soins de santé, qu'on était obligés à faire quelque chose. Mais je voudrais aussi juste vous dire que, en fait, le Danemark est un pays de réforme. La première réforme qu'on a faite, c'est en fait en 1970, où à l'époque, comme pays de 5 800 000, on avait près de 11 000 municipalités. Et en 19 070, on les a réduits à 275 et on a ramené les départements de 25 à 14. Et ça veut dire que c'est un phénomène récurrent de vouloir rationaliser notre système de santé. Je voudrais aussi juste dire, avant que je parle de 2007, que pour vous donner un peu d'idée de chiffres qui a changé, qu'en 19 081, au Danemark, quand j'ai débuté de travailler, nous avons à cette époque 128 hôpitaux avec 41 000 lits. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'hôpitaux et on a seulement 21 hôpitaux urgences avec 13 000 lits. Alors, de 81, on avait 41 000 lits. Aujourd'hui, on a 13 000 lits. Et les gens restent moins que 3 jours dans un lit d'hôpital au Danemark. Et en même temps, aujourd'hui, nous avons aussi des places temporaires dans les municipalités. Mais pour revenir en 2007, ça a duré un peu 5 ans avant de faire la réforme parce que c'était suite à un débat sur l'organisation du secteur public que le gouvernement a mis en place une commission structurelle. Et l'objectif de cette réforme qu'on a fait en 2007,
c'était un rapport qualité-prix pour les citoyens dans les services publics et particulièrement dans les soins de santé. Et nous avons réfléchi, et nous sommes un pays très pragmatique, mais on a trouvé qu'on devait avoir une structure hospitalière de 500 000 à 1 million de citoyens et qu'une municipalité devait être 50 000 habitants pour pouvoir assumer les fonctions de services spécialisés, notamment dans la prévention et la rééducation. Et juste pour vous dire que ça nous a pris de 2002 à 2004 à discuter, et ça, c'est un peu peut-être une des manières scandinaves de faire, c'est que le processus était 2 ans, mais avec beaucoup de dialogue entre élus sur une réforme. Et je voudrais vous donner un témoignage d'un homme politique qui aujourd'hui, juste il n'y a pas trop longtemps, il a 75 ans et il y a 5 ans, il a pris sa retraite. Un homme que j'ai suivi tout son cours d'élu. Et quand je lui parle il a été en tête de l'association des conseils de départemental à l'époque. Et lui, quand on discute pourquoi on a fait ça, mais oui, c'était parce qu'on n'avait pas assez de médecins spécialisés dans les petits hôpitaux et dans les services d'urgence. On avait aussi une compréhension commune du fait que la qualité doit être renforcée. Et à l'époque, par exemple, je peux vous dire que le Danemark était sous les standards, par exemple, dans le domaine de cancer, on n'était pas au niveau. Maintenant, on est suite à cette réforme, on a une meilleure qualité et on a moins de décès. Je peux aussi dire que peut-être la manière de faire le processus, pas peut-être, mais c'était aussi à l'époque d'organiser des rencontres avec des citoyens et qui te demandent à cet élu important au Danemark, qu'est-ce qui est votre clé de succès? Il a dit, mais nous, les hommes politiques, on a été obligés à pas nous cacher derrière nos administrateurs. On était en Danemark, on dit, sur la caisse de bière à parler et aussi faire appel à des professionnels qui étaient capables d'avoir une opinion objective. Parce qu'évidemment, c'était difficile de dire que la réforme devait changer totalement notre paysage de santé. Cela veut dire qu'on allait de 14 départements à 5 régions qu'on a aujourd'hui. On a 5 régions qui s'occupent des hôpitaux et en même temps des accords avec les médecins généralistes qui sont libéraux comme en France. Et au lieu d'avoir 275 municipalités, on a aujourd'hui 98 municipalités à une taille de 50 000 habitants en moyenne. Cela veut dire qu'on a certaines municipalités qui sont plus petites, c'est les îles. On a aussi évidemment des grandes villes, 5 ou 6 grandes villes. Et juste pour vous dire, je crois qu'aujourd'hui, je peux postuler, c'est vrai que les citoyens au Danemark trouvent qu'ils acceptent qu'il y a 1 heure pour aller dans un hôpital avec urgence parce qu'ils préfèrent d'avoir de bons spécialistes et le bon traitement. Et évidemment, à l'époque, en 2007, il y avait des résistances. Il y avait des résistances chez les municipalités, chez les élus. Et notre ministre actuel des Affaires étrangères était à l'époque Lars Løkke Rasmussen, le ministre de Santé. Et il a beaucoup voyagé au pays, et c'est vrai que le Danemark est seulement une région en France. Et c'est vrai aussi qu'il y avait des discussions, il y avait, comme je peux dire, même dans un pays scandinave, des œufs et des tomates, mais on a quand même arrivé à se mettre d'accord et sur le fait de vouloir travailler
déjà en 2007 avec un système de santé beaucoup plus proche aussi des citoyens, de dire que les municipalités, qui ont tous les domaines comme en France, mais en plus de ça, devaient avoir des compétences en santé, en prévention, en rééducation. Moi-même, j'ai été dans un département, j'ai dû envoyer beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'infirmières qui travaillaient dans les hôpitaux à travailler dans les municipalités où il n'y avait pas de recherche qui disait pourquoi 50 000 habitants, mais on voulait qu'il y avait une possibilité d'avoir un centre de professionnels de santé. Et ce qu'on dit, c'est qu'on a eu plus de professionnalisme, on a eu plus de muscles financiers et on a aussi eu une efficacité, une résilience pour les municipalités qu'on n'avait pas à cette époque. Mais je peux aussi vous dire que le pays, le Danemark, on travaille aussi d'une manière où le médecin généraliste, c'est vraiment la personne clé pour entrer à notre système de santé. Que nous avons nous partageons avec vous en ce moment, après la pandémie, aussi un problème de recrutement et fidélisation. Nous avons 2 régions sur 5 qui commencent à avoir des problèmes de médecins généralistes. Mais ce qui est au Danemark, c'est qu'en même temps, en 2007, on a aussi fait en même temps de faire cette transformation organisationnelle, on a fait une stratégie structurelle où on a fait un nouveau programme de super hôpitaux. On a construit de nouveaux hôpitaux partout au pays. Certains ne sont pas finis encore, c'est seulement en 2025. Mais c'est parce que les hôpitaux qu'on avait, c'est comme en France. Ils dataient de 19 070. Et ces hôpitaux, on estimait qu'ils n'étaient pas prêts à l'avenir, où l'avenir est le numérique, le télésanté. Alors, on est en 5e stratégie nationale de numérique. Notre pays est presque à 100% numérique. On a 6% de nos citoyens qui demandent encore d'avoir leur courrier ou boîte aux lettres. Oui, c'est peut-être une longue explication, mais même que je dis que tout ça a bien fonctionné, je peux vous dire qu'en décembre, on a eu un nouveau gouvernement. Et ce gouvernement de centre est comme objectif, d'ici 2 ans, de faire une nouvelle réforme sanitaire. Cela veut dire qu'on estime qu'on doit être encore plus cohérente qu'on l'est déjà. Et au Danemark, on utilise ces 2 ans et en 2025, je suis sûre que vous allez voir une réforme qui aboutit à un système de santé encore plus cohérent. On a vu pendant la pandémie qu'on a bien réussi la pandémie au Danemark. Et c'est parce que les acteurs se connaissent. L'organisation des municipalités est une organisation ensemble. Ça veut dire que les 98 municipalités collaborent avec l'organisation des 5 régions et la ministère. Ils se sont rencontrés toutes les semaines pendant la pandémie. Et comme ils étaient numériques, ils avaient accès aux mêmes informations. Mais je pense quand même que c'est très important de dire que nous ne sommes pas parfaits et qu'on voit que notre système de santé qui est financé par les impôts, qu'avec la démographie, on n'aura pas assez de jeunes à garantir ma vieillesse, je suis sûre que je vais avoir moins de possibilités peut-être de pouvoir avoir une retraite comme ma mère qui a 86 ans parce que le financement n'est plus la même. Et pour cela, on continue ces réformes. Je vous entends pas. Pardon. J'ai coupé mon micro, excusez-moi. Oui, quelqu'un veut parler? Bon, alors, quels sont d'après vous les facteurs de réussite de cette réforme? J'ai cru comprendre qu'il y avait
la réforme territoriale qui a été un des Oui. facteurs, l'articulation entre les niveaux et le numérique. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous pouvez, selon vous, quels sont les facteurs de réussite de cette réforme? Je pense que la, la facteur de réussite, c'est de comprendre en 2007 qu'il fallait faire des soins de proximité. De dire que, en même temps, d'être centralisé, de dire que l'Agence nationale de santé joue un très grand rôle au Danemark pour décider où est-ce qu'on doit avoir quelle spécialité dans notre pays. Ce n'est pas les hôpitaux qui décident qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme spécialité. Mais en même temps, évidemment, comme en France, c'est les municipalités qui décident leur niveau des offres, mais vraiment que les municipalités sont devenues très compétentes dans le domaine de prévention et de rééducation et aussi pouvoir avoir des centres de rééducation qu'on ne pouvait pas avoir moins de lits à l'hôpital et moins de choix d'hospitalisation que nous avons s'il n'y avait pas un système dans les municipalités à recevoir les gens qui ont été hospitalisés. Je peux vous donner l'exemple qu'utilise parfois ma mère d'aujourd'hui 86 ans qui avait cassé sa hanche. Elle a été opérée à 80 km de sa maison il y a 4 ans. Elle a été, après 2 jours, transférée dans un centre de rééducation municipal où il y avait des thérapeutes, des infirmières qui s'occupaient d'elle pendant 6 semaines. Et ensuite, elle a pu revenir chez elle avec de l'aide très professionnelle de municipalité et des infirmières, des aides-soignantes qui venaient le voir. Et puis, je pense une autre réussite, et c'était difficile en 2007. Les municipalités, les régions n'avaient pas confiance les uns aux autres. Mais ce qui est, c'est qu'on a mis en place aussi une obligation de faire des accords de santé entre les acteurs et c'est une coopération intersectorielle où il y a un conseil régional et un conseil municipal qui a cette comité de coordination de la santé. Et c'est un accord en même temps politique où il y a un cadre formel de collaboration et puis il y a un supplément administratif. Et je pense que si on parle de succès, c'est vraiment aussi que les hommes politiques se rencontraient entre municipalités et régions et que quand on parle de domaine de prévention et de rééducation, on fait aussi une enquête nationale, un profil national de santé. Alors, toutes les municipalités ont la possibilité de savoir quelles sont leurs situations. Oui. Et là, dans ces accords de santé, on collaborait depuis 2007 sur tous les groupes de patients qui sont, par exemple, souffrant des troubles mentaux, des personnes âgées, des maladies chroniques, etc. Oui. Francis, tu voulais parler? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la clarté de votre exposé. Euh, euh, je vois que je vais simplement faire un commentaire et ensuite vous poser une question. Oui. Ce que vous avez pu faire, c'est vous avez transformé le système administratif pour vous permettre effectivement d'organiser un système de santé qui est en même temps, et ça va être l'objet de une de mes 2 questions, en même temps de qualité, parce que vous avez créé des centres lourds où on peut disposer de la totalité des fonctions qui permettent, en particulier pour le cancer, vous l'avez bien dit, et en même temps, vous avez travaillé sur la proximité pour pouvoir effectivement traiter le plus proche possible du domicile les affections un peu moins lourdes. Donc, vous avez construit ce que nous, qui est pour l'instant un rêve français, c'est d'arriver à concilier l'excellence et la proximité. Donc, merci de cet exemple. Nous, on est encore loin parce qu'on a encore 36 000 communes en France. Les fusions de communes sont encore extrêmement difficiles à mettre en œuvre.
parce que je vois que vous parlez très bien français, donc vous allez comprendre ce que je veux dire. Nous sommes encore à l'ère de Clochemerle et de Marcel Pagnol, où nous avons des compétitions entre les petites communes. Et je suis très content que vous parliez du bassin de population minimum qui est de 50 000 habitants. Et nous avons pu constater pendant la crise du Covid que parfois les communes de moins de 20 000 habitants se disputaient pour avoir un centre de vaccination et qu'il a fallu l'intervention d'un certain nombre des personnes qui sont présentes ici et de la force de l'État pour effectivement regrouper les communes pour pouvoir travailler sur des bassins de vie de 50 70 000 habitants. Donc, merci beaucoup. La question que je voulais vous poser, qui est très brûlante en ce moment en France, parce qu'il y a un projet de loi qui est en train de faire la navette entre le Parlement et le Sénat, c'est la création d'infirmières spécialisées que nous appelons infirmières de pratique avancée. Le projet date depuis plus de 15 ans et nous nous heurtons à une réticence des médecins libéraux qui considèrent que la création de ces infirmières cliniciennes ou infirmières spécialisées, quel que soit le nom qu'on leur donne, sont une concurrence déloyale. Donc, je voulais savoir quelle était l'expérience du Danemark, que je connais un tout petit peu, mais du dehors, sur le développement de ces infirmières spécialisées. Vous l'avez dit en sous-jacent, entre les lignes, j'ai cru comprendre que vous en aviez en particulier dans les municipalités. Et ma question, elle est politique. Comment avez-vous fait pour convaincre les médecins libéraux de travailler avec des infirmières spécialisées? Merci encore. Merci. Nous avons, oui, des infirmières spécialisées, mais nous n'avons pas comme en France, la même notion. C'est vrai qu'on a des infirmières spécialisées, par exemple, dans les soins intensifs à l'hôpital ou aussi dans le domaine de prévention chez les petits-enfants, mais c'est sûr qu'au Danemark, au longue histoire, on a aussi eu des difficultés à déléguer les compétences des médecins généralistes envers les infirmières. Mais ce qu'on voit de plus en plus chez les médecins généralistes et aussi les spécialistes à l'hôpital, et je peux dire que mon mari français depuis presque 40 ans a été chirurgien dans notre système de santé au Danemark. Et s'il dit qu'il a appris quelque chose, c'est que même comme chirurgien, on n'est rien sans ces infirmières autour et qu'il y a peut-être moins de hiérarchie qu'en France et qu'on délègue. Les médecins généralistes sont de plus en plus, comme en France, dans les cliniques. Ils sont numériques et ils sont autour d'un médecin généraliste, ils sont souvent à 5. Ils ont évidemment des domaines où ils sont plus compétents que d'autres, où ils se partagent aussi, mais en même temps, ils ont un groupe d'infirmières, d'aides-soignantes. Ils font des petites, ils ont la possibilité de faire des tests dans leur clinique. Et c'est vraiment très important pour nous de dire que dans la chaîne des soins, il y a la place pour tout le monde et qu'évidemment, c'est sous la responsabilité du médecin. Et le médecin généraliste qui ont au Danemark environ 50 contacts patients par jour, mail et vidéo. Mais c'est vraiment à eux qu'on s'adresse. Notre population a été, comment on dit ça, enseignée ou demandée depuis très longtemps qu'on ne s'adresse pas aux urgences, on s'adresse aux médecins généralistes qui sont des gardes dans les bureaux à côté des urgences si on ne vient pas en ambulance. Et quand j'ai emmené dans mon futur poste beaucoup de délégations françaises, ils sont stupéfaits de voir que
même qu'aujourd'hui, on a aussi des problèmes d'urgence, mais comme nous sommes totalement numériques, ce n'est pas à la même échelle qu'en France, et que dans une urgence aussi au Danemark, il y a en moins que 4 heures, on est soit renvoyé à la maison, soit hospitalisé. Et il y a moins que 10% de patients qui ne s'adressent pas comme il faut aux médecins généralistes, et par exemple aussi le week-end, qui sont des gardes. Et si on s'adresse aux urgences et qu'on n'est pas vraiment malade, alors ils nous demandent d'aller dehors et téléphoner à notre médecin généraliste de garde. Mais juste pour dire que la délégation des tâches se fait et on essaie en ce moment aussi avec un problème de recrutement. On a aussi beaucoup d'infirmières qui sont parties travailler pour un salaire beaucoup plus élevé en Norvège. Et on essaie vraiment aussi de travailler avec le fait d'être encore plus flexible, mais aussi avoir qu'est-ce qu'on peut déléguer. Monsieur Feltz. Allez-y, Monsieur Feltz. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Parce que là, c'était un peu on vous difficile entend. à la fin. Oui, ça va? Oui. Très bien. Avec Très bien. plaisir. Oui, bonjour, on se connaît déjà. Voilà, Oui. bonjour à vous. Donc, peut-être 2 éléments. Donc, je suis adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé publique et environnementale. Je suis aussi médecin généraliste libéral. Donc, je vais faire une intervention sur mes 2 champs de compétences. Donc, le premier, c'est il faut quand même que vous compreniez, mais je pense que tout le monde le comprend. En France, les collectivités, même si Strasbourg c'est un peu particulier, n'ont aucune compétence en santé, n'ont aucun moyen spécifique en santé, n'ont pas de moyens liés à l'impôt pour la santé. Au Danemark, ce n'est pas le cas. Pour vous, c'est évident. Mais voilà, donc on n'a pas de compétences en éducation, promotion de la santé. On n'a pas de compétences en rééducation. Quand vous disiez c'est un service de rééducation municipale, pour nous, c'est martien ce que vous racontez. Complètement martien. Donc, différentes collectivités, les villes santé de l'OMS, EPST, d'autres structures. On a eu aussi, dans le cadre du CNR là, qui a été mis en place, on a demandé cela, que les villes, en prenant votre exemple, aient des compétences et des moyens dédiés. Alors, on a les contrats locaux de santé, mais on voit que c'est quand même de plus en plus difficile aujourd'hui de contractualiser avec l'État, puisque c'est l'État qui a les moyens et c'est elle qui va, et ce qui est logique, amener ses priorités et ses modes de fonctionnement. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais déjà proposé il y a quelques années, mais c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut qu'on porte, c'est que tout ce que font les villes, elles le font de façon volontariste, mais elles n'ont ni la compétence, ni le moyen de lever l'impôt ou de subventions qui soient levées. Voilà, donc ça, c'est un point qui est majeur pour comprendre la différence entre nos 2 systèmes. Et je pense, je suis élu local, je pense que les élus locaux, justement, ont cette réalité du terrain qui permet d'adapter les moyens aux besoins de la population. Voilà, donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième, sur le diagnostic, aujourd'hui, on est dans une situation d'une tension extrême en France. Je donne souvent cet exemple. À l'hôpital de Strasbourg, il y a 150 infirmières qui manquent alors que les postes sont budgétés. À l'hôpital psychiatrique du territoire, il y a plus de 100 infirmières qui manquent également. Les médecins généralistes aujourd'hui manquent pas seulement dans la ruralité, mais dans les quartiers. Moi, dans ma ville, j'ai des zones de déserts médicaux, ce qui, il y a 10 ans, j'aurais jamais pensé cela. Voilà. Donc, et ce système a été organisé. Je veux dire, on le sait toutes et tous, ceux qui sont un peu plus anciens encore mieux, que c'est quelque chose qui est organisé depuis, moi je vous donne toujours Raymond Barre, 1980, mais cette pénurie de la médecine, notamment de la médecine générale, a été organisée. Aujourd'hui, vous avez vu, le nombre de médecins généralistes baisse de plusieurs pourcents chaque année en France. Donc la priorité que vous avez donnée à la proximité n'a jamais été quelque chose de posé en France. Donc on est dans cette réalité-là.
Moi, je travaille depuis des années dans une microstructure d'addictologie avec des travailleurs sociaux et des psychologues et des psychiatres. Je travaille depuis des années avec une infirmière de santé publique à Azalée. Mais le projet qui est proposé par le gouvernement et cette loi RIST là, qui pose problème, ce n'est pas ça du tout. Ce sont des infirmières de pratique avancée, libérales, indépendantes, si vous voulez, qui vont travailler à côté du système de santé, qui est des infirmières avancées dans les cabinets, dans les maisons de santé, dans les cliniques de médecine générale qui n'existent pas encore en France. Ça pose aucune difficulté. En tout cas, pour moi, la délégation de tâches ne pose aucune difficulté. Le problème, c'est la coordination. Je pense que, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais par exemple, chez nous, les infirmiers, les pharmaciens ont pu vacciner et dépister dans le cadre du Covid. Ça ne me pose pas de problème, mais je ne le sais pas. Moi, le médecin coordinateur des soins, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui a eu le Covid, puisqu'il n'y a pas d'information qui est redescendue. Je ne sais pas qui est vacciné dans ma population. Donc, c'est assez surprenant. Donc, il faut qu'on puisse collectivement, sans être dans des positions syndicales, parce que je ne suis pas là dans mon discours de santé publique, bien sûr, travailler sur les délégations de tâches, mais travailler sur la coordination. Si vous voulez, cette loi-là qui pose souci, c'est qu'elle n'a pas ce sens-là du tout. Elle veut simplement déléguer sans coordination des bouts de la santé, quoi. C'est-à-dire faire la médecine sans médecin. Il faut faire de la médecine et de la santé avec toutes les professionnels, mais aussi avec les médecins. Voilà. Donc, on est dans un moment qui est vraiment très, très compliqué. Le modèle danois est un modèle, bien sûr, intéressant. On en est très, très loin aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je voulais être là, parce que je trouve que c'est toujours important, bien sûr, de sortir de notre cadre français pour voir un peu comment les choses se sont passées. Et je vais finir sur ça pour ne pas être trop long. Ce qui aujourd'hui m'irrite très fortement dans les discours, c'est qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas assez de médecins en France, en fait, et notamment pas assez de médecins généralistes. Il n'y a pas eu cet investissement-là. Donc, c'est une réalité. Ça ne suffit pas. Il y a eu un très beau travail de la revue Prescrire, hein, sur les déserts médicaux dans le dernier, voilà, qui vient de sortir en février, et qui regarde tous les modèles justement européens. Donc ça, c'est la base. Il faut des professionnels de santé, médecins, infirmiers, il faut des professionnels de santé. Et ensuite, le deuxième, bien sûr, c'est l'organisation, la structuration, les filières, les niveaux de recours, comme vous l'avez décrit. Mais d'abord, il faut investir sur les professionnels de santé. Sans professionnels de santé, quels qu'ils soient, on n'aura pas une santé de qualité. Merci, monsieur Dr Feltz. Dr Dubourg, voulez-vous prendre la parole pour la Belgique? Et puis Anne répondra et je passerai la parole à Véronique ensuite. Oui, bonjour. J'avais mis ma question en chat je ne sais pas si on pouvait intervenir comme ça, mais effectivement, donc je travaille à l'agence Wallonne pour une vie de qualité, donc c'est l'agence qui s'occupe de la santé pour la Wallonie. Et donc, comme en France, on a des gros problèmes en médecine générale avec aussi la moitié de nos communes wallonnes qui sont en pénurie de médecins généralistes. Mais on le sait, on a des gros problèmes dans les hôpitaux avec, ça a un peu explosé pendant la crise Covid, mais avec du manque de personnel et notamment du personnel infirmier, ce qui entraîne des burn-out, de l'absentéisme, des congés maladie, et on en est arrivé à fermer des lits alors que le nombre de lits était plus ou moins stable depuis des années en Belgique, à fermer des lits dans certains hôpitaux. Je sais que c'est arrivé en France aussi. J'ai vu à la télévision, je ne sais plus si c'était en Alsace ou en Lorraine, ou un service d'urgence, j'avais 80% du personnel d'un service d'urgence d'un hôpital qui était en congé maladie parce que les gens n'en pouvaient plus. Et donc, on a des hôpitaux, mais qui tournent mal, où la qualité des soins n'est plus du tout optimale. Je voulais savoir si au Danemark, vous aviez aussi ce problème-là de manque de personnel dans les hôpitaux et de départ de beaucoup de personnel infirmier qui n'en peuvent plus. Voilà, c'était ma question sur. Oui, mais merci beaucoup. Peut-être si je commence avec vos réflexions, Monsieur Feltz, très intéressant, et je peux peut-être dire que la situation en 2007 était en fait que les municipalités au Danemark, ils avaient certaines compétences en santé, mais c'était
c'était un peu comme vous avez, que je connais à Strasbourg, on avait des infirmières scolaires pour la prévention, on avait évidemment le domaine de grand âge où on avait des infirmières qui s'occupaient aussi des soins à domicile, mais des compétences de santé comme on a aujourd'hui, ça n'existait pas en 2007. Alors, c'est pour cela qu'on a transféré des professionnels de santé qui travaillaient dans les hôpitaux envers les municipalités et aussi beaucoup d'autres professions de santé. Et ça veut dire qu'en 2007, on est allé d'un pays qui avait un système hospitalo-centré vers un système de soins de proximité. Et ça, c'est pour dire que c'est vraiment seulement les gens les plus malades qui se trouvaient dans un lit à l'hôpital au Danemark. Comme en France, vous voyez, vous êtes aussi sur le chemin de télésanté. La pandémie nous a montré qu'on fait trop d'ambulatoires au Danemark. On fait de l'ambulatoire chez beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas besoin d'aller au contrôle de l'ambulatoire. Alors, on travaille là-dessus en ce moment pour vraiment avoir assez de ressources pour s'occuper aussi des gens qui ont, vraiment de l'inégalité sociale qui existe aussi chez nous et pour savoir à qui on doit utiliser les ressources. Et je suis d'accord que oui, il faut parler des médecins, mais je crois aussi qu'au Danemark, on a osé dire que, par exemple, que dans le domaine de prévention, on a besoin de compétences, évidemment, de médecins qui garantissent la crédibilité, mais ce n'est pas eux qui exercent la prévention. C'est beaucoup d'autres professionnels de santé. C'est aussi des psychologues, c'est des anthropologues, c'est des gens qui ont fait de santé publique. Et il y a très peu de médecins dans la prévention aujourd'hui au Danemark. C'est les médecins généralistes qui envoient leurs patients vers les centres de prévention qu'on a fait dans les communes, dans les municipalités. Et c'est vrai qu'au Danemark, vous avez demandé, monsieur de Belgique, je ne me rappelle pas votre nom, mais oui, malheureusement, après la pandémie, maintenant, nous voyons aussi un problème de recrutement des infirmières qui sont fatiguées. On a été obligé à demander des infirmières qui sont allées à la retraite de revenir travailler dans les hôpitaux, dans les municipalités. On a fait beaucoup de différentes initiatives en ce moment aussi de donner encore plus de flexibilité. Par exemple, qu'on avait des infirmières qui travaillaient tout le temps la nuit, d'autres qui travaillaient dans les ambulatoires. Et là, on fait aujourd'hui un mix, qu'il n'y a pas un groupe d'infirmières qui est seulement les gardes de la journée, mais que tout le monde partage et qu'on fait des organisations plus flexibles. Mais on commence aussi à avoir un manque de médecins généralistes, comme j'ai dit, dans 2 régions. Et là, on travaille, et c'est à long terme, et ça ne nous résout pas aujourd'hui, mais de le rendre plus attractif et aussi qu'on peut se former comme médecin généraliste dans plus d'universités au Danemark. Ça veut dire qu'au long terme, on a des solutions, mais d'ici demain, on partage aussi des défis avec vous, même qu'on a fait des réformes au Danemark. Mais je peux dire qu'on n'avait pas réussi la pandémie aussi bien que des chercheurs français aussi montrent si les acteurs ne se connaissaient pas et avaient l'habitude de collaborer et travailler ensemble. Et si on n'était pas numérique, ça veut dire que le médecin généraliste a accès aux mêmes informations sur nous, les patients, et nous avons accès parce qu'on a des données de santé depuis 19 094 au Danemark qui sont partagées. Les municipalités, ils ne sont pas tout à fait là encore, mais on n'est pas à 100% pour toutes les municipalités, mais on est sur le bon chemin. Et je crois que le numérique nous a aussi beaucoup aidés. Et ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas voir les professionnels de santé, c'est de trouver l'équilibre.
Véronique? Oui, merci encore une fois pour ce témoignage extrêmement précis et inspirant, en tous les cas, quelle que soit la taille des pays. Moi, j'avais une question à propos des centres de prévention, des centres municipaux de prévention. Comment sont-ils organisés? À partir de quel indicateur? Est-ce ils disposent d'indicateurs pour un diagnostic local qui leur permettent de dérouler, de développer ces actions de prévention? Quels sont les indicateurs de suivi? Vous avez évoqué une plateforme qui est accessible à tout le public pour voir un peu la performance, si j'ai bien compris, de ces actions de prévention. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je peux vous dire qu'on n'a pas, pour les centres de santé ou de prévention, on n'a pas une modèle. Parce que nos 98 municipalités, oui, ont des élus aussi qui ont différentes ambitions. Mais on travaille très concrètement entre l'Agence nationale de santé qui donnent les cadres, qui font en anglais on dit guidelines, en français vous dites la mémoire, le mot. Recommandations. Recommandations, par exemple dans le domaine de prévention et dans tous les facteurs de risque. Et ils sont organisés un peu différemment, mais aujourd'hui, toutes les municipalités ont un chef de santé et de la prévention. Et autour de cette chef, on a des centres de prévention où on peut, par exemple, qui font aussi une centre où on peut être envoyé par son médecin généraliste pour avoir des offres de prévention concrètes. Et c'est aussi de là où il y a les offres de rééducation, soit en groupe, soit individuelle, et qu'il y a beaucoup de différents professionnels de santé. Dans certains centres de prévention de santé, il y a le médecin généraliste, mais la plupart des médecins généralistes sont encore dans leur propre cabinet, mais collaborent ensemble. Et ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un modèle, mais on trouve aussi que ces centres de prévention de santé vont être des centres qui peuvent aussi être très avancés à aider en télémédecine. Cela veut dire que si on a une personne âgée qui a peut-être encore un peu de mal, même qu'on est très numérique, on peut aller dans ce centre et avoir de l'aide et se connecter. Pendant la pandémie, on a vu comment le médecin généraliste, le professionnel, le spécialiste à l'hôpital, avec par exemple une aide-soignante dans une EHPAD, a discuté avec le citoyen à l'EHPAD son traitement, qui a évité qu'on devait aller chez le médecin généraliste. Et c'est souvent aussi utilisé par ces centres de santé, de prévention qui sont aussi vraiment ce qu'on appelle un ressaut pour toute la municipalité. Et comme ils travaillent sur les données de santé, mais il y a ces profils de santé que les élus utilisent aussi à dire, parce qu'ils sont dans toutes les municipalités, on fait une politique de prévention qui fixe l'orientation de l'action sanitaire dans toutes les disciplines. Et ils définissent la priorité aux domaines, aux interventions. Et je pense que c'est vraiment cette politique de prévention, c'est un outil administratif qui sert aussi à faire collaborer tous les services, comme vous le faites, je sais, à Strasbourg, de dire, et d'autres domaines en France, de dire comment est-ce que le transport joue un rôle, qu'on est un pays au vélo, que ce n'est pas uniquement une question de faire la prévention individuelle, mais aussi structurelle, et de comment on organise notre ville. Mon téléphone, voilà. J'ai deux sujets. Donc, la coordination coerçante demande que vous nous expliquiez l'organisation de la prévention. Vous avez déjà commencé, hein. Oui. Est-ce que vous voulez poser la question, là, la personne qui a mis la question dans le chat?
Oui, bonjour. Oui, Je bonjour. suis Anne Treteizer, je suis la coordinatrice de Coresan à l'hôpital européen de Marseille. Je coordonne une équipe de médiateurs en santé et on expérimente un projet d'aller vers pour faire de la prévention et notamment donc notre expérimentation elle porte sur les campagnes de dépistage de cancer du sein, utérus et côlon et sur le rattrapage vaccinal. Et du coup, je me demandais, par rapport à l'organisation de cette prévention dont vous avez effectivement parlé, dans vos centres de prévention, est-ce que du coup, il y a par exemple chez vous des campagnes nationales de dépistage, que ce soit sur le cancer ou sur d'autres thématiques? Est-ce que sur la vaccination, chez nous, il y a un certain nombre de vaccinations qui sont obligatoires, donc quelque part, tous les enfants qui rentrent à l'école ou en crèche ou en collectivité sont la plupart du temps vaccinés. Mais ensuite, notre calendrier vaccinal prévoit des vaccinations tout au long de la vie. C'est normalement les médecins généralistes, on va dire, qui s'occupent de faire ce suivi, mais c'est vrai que les consultations étant quand même assez saturées, il y a tout un tas de gens qui, en fait, ne font jamais leur rattrapage vaccinal. Du coup, voilà, je voulais voir un peu comment c'était organisé chez vous et comment ça fonctionnait. Merci beaucoup. Merci, très intéressant. Oui, les vaccinations au Danemark, c'est encore, et ça va l'être, je pense, les médecins généralistes qui s'occupent, mais on a des infirmières scolaires et on a des infirmières, quelque chose qui est très scandinave, des infirmières spécialisées pour les nouveau-nés et les familles. Cela veut dire que quand on a un nouveau enfant, on a une offre des visites et aujourd'hui, c'est aussi selon les besoins. Ça veut dire que si je suis quelqu'un de bien formé et qui a eu déjà un enfant, je n'ai pas besoin d'autant de visites si je suis une mère pour une famille pour la première fois et c'est vraiment aussi visé d'aller vers les gens avec des problèmes sociaux et pour faire la prévention, comment on dit ça, très tôt. Et c'est sûr que les municipalités, oui, ils ont fait beaucoup de tests. On était un pays qui a fait beaucoup de tests et qui s'occupait aussi avec les régions de faire les tests et les vaccinations pour le COVID-19. Mais les vaccinations pour les enfants et tout ce qu'on suit, ça, c'est fait par les médecins généralistes. Mais sinon, il y a un tas d'initiatives scolaires ou aussi sous la délégation des médecins, mais il y a des infirmières scolaires. Et dans ce domaine, on a moins de médecins publics qu'on avait il y a 30 ans. C'est beaucoup plus les infirmières qui s'occupent. Ça vous satisfait? Vous demandez vous demandez aussi pour la communication. On est un pays qui élève ou éduque notre population beaucoup aussi avec des campagnes nationales sur responsabiliser tous ceux qui peuvent. Et parce qu'on a une plateforme nationale de santé des cas qui est aussi une plateforme qui montre toutes les offres de prévention dans tout le pays, mais aussi qui donne beaucoup de possibilités si on est capable soi-même nous prendre en main et avoir de l'aide. Et c'est vraiment aussi quelque chose, oui, que ces centres de prévention, évidemment, utilisent aussi le numérique. Il y a aussi des municipalités, moi-même, j'ai fait un projet entre 10 municipalités au Danemark qui travaillent en numérique. Ça veut dire que de ne pas avoir ouvert seulement jusqu'au Danemark, on ferme tout à 5 heures, mais où c'est ouvert la nuit et que les municipalités cèdent. Ça veut dire que si j'ai besoin d'un entretien sur mon tabagisme, je peux l'avoir à 21 heures, mais ce n'est pas avec un professionnel de santé de ma municipalité. Non, c'est une autre municipalité, mais qui me suivent. Et ça existe beaucoup au Danemark. Très bien, merci. Alors, monsieur ou madame Selmy avait posé une question sur le financement.
Donc, vous avez un système de financement qui est assez mixte, dont une partie est basée sur la performance. Vous pouvez nous expliquer un peu comment tout ça s'est financé? Oui, les médecins généralistes sont financés par les actes, mais il n'y a jamais de l'argent entre un citoyen et un professionnel de santé au Danemark. Nos hommes politiques ne l'ont pas voulu. En Suède, où j'ai vécu presque 6 ans, il y avait un petit forfait pour aller chez le médecin généraliste. Les Danois ont dit on veut garder un système de santé universel et gratuit. Et tous les ans, l'organisation pour les 98 municipalités, l'organisation pour les 5 régions et le ministère des Finances avec le ministère de Santé font des négociations sur le budget de l'année suivante. Et ça, évidemment, se fait sur des critères aussi socio-économiques, mais il n'y a pas 85% de notre système est financé par les impôts. Et le reste, il y a certains médicaments où on paye une partie nous-mêmes, où je peux dire que, par exemple, les soins dentaires, c'est gratuit jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis, il y a aussi une offre pour les étudiants, mais après 26 ans, c'est très cher au Danemark d'aller chez le dentiste. Mais oui. Les hôpitaux sont tous des hôpitaux publics ou il y a des cliniques privées qui sont financées comment? Moins que 2% de cliniques privées. En ce moment, ça dépend un peu du gouvernement. En ce moment, on voit un peu qu'il y a une augmentation de certaines cliniques privées, mais sinon, oui, c'est autour de 2-3%. C'est vraiment très peu. Alors, j'ai une question qui est un peu globale, qui est sur l'organisation au niveau municipal. Donc, est-ce que vous avez, comment ça se passe au niveau d'une municipalité? Il y a un adjoint chargé de la santé. Comment on voit les aspects transversaux? Est-ce qu'il y a un modèle? Expliquez-nous un petit peu. Oui, dépendant de taille de la municipalité, dans les grandes municipalités, il y a, comme vous avez aussi chez vous, il y a un adjoint maire qui s'occupe de la santé et de la prévention, par exemple à Copenhague, où j'ai travaillé. Il y a beaucoup de différentes formes. Ils ont tous des comités de santé indépendants, mais pas indépendants partout, parce que parfois, dans plus que 10 municipalités, sur les centaines, c'est que la santé et la prévention. Mais d'autres sont liés avec santé et personnes âgées, santé et questions sociales. Et certains comités de santé sont des comités aussi seulement consultatifs et qui comptent des membres de tous les autres comités de la municipalité. Et eux, ils conseillent les comités de finances de la municipalité. Et ça, on trouve que cela apporte une grande valeur parce que les élus, évidemment, parlent ensemble de ces questions parce que c'est transversal et la plupart de la santé se passe en dehors du système de santé. Et pour cela, c'est vraiment très important que les élus dans le domaine de santé, collaborent d'une manière transversale avec les autres comités. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, ça a l'air clair. Mes collègues là, élus, là, vous avez des questions à poser sur le rôle des élus au Danemark? Oui, non, mais pardon. Excusez-moi. Allez-y, je vous laisse la parole. C'est parce que je voulais rebondir, puisque j'avais posé une question qui rentre tout à fait dans la thématique qui vient d'être développée. Donc, on parle en anglais de Health in All Policies. Et je me demandais comment. Bon, vous avez partiellement répondu. Donc, je comprends bien,
quand on prend une décision politique au niveau local, au niveau d'une municipalité, il y a, désolé d'utiliser le terme anglais, un screening d'un projet politique, de dire quel va être l'impact sur la santé si je décide de faire un aménagement, des aménagements de logements, des choses comme ça. On va dire, bah, tiens, je vais faire réhabiliter des logements, faire des logements sociaux, des choses comme ça. Est-ce que chaque fois qu'on imagine une nouvelle politique, ou même pour les anciennes politiques, est-ce qu'on regarde l'impact positif potentiel ou négatif potentiel sur la santé des habitants, ce qu'on appelle le Health in All Policies? Oui, je peux dire oui, mais je ne peux pas postuler qu'on le fait partout. Mais il y a un écosystème où on travaille beaucoup avec la recherche, beaucoup avec les universités, et aussi à essayer de voir quels sont les effets économiques. Mais il y a aussi eu beaucoup de discussions dans le domaine de prévention, de dire comme la culture, c'est un investissement dans une société. En 2007, on avait plein de conférences avec des économes en domaine de santé et prévention qui devaient nous montrer où est-ce qu'on pouvait gagner et mettre l'accent. Et évidemment, on n'arrête pas d'avoir cette notion, mais c'est aussi en même temps peut-être dans un pays très pragmatique de dire que c'est une responsabilité d'une société de faire de la prévention. Mais c'est sûr que si vous me demandez comme ancien professionnel de prévention ou chef de prévention, je trouve qu'on n'investit pas assez dans la prévention et que j'espère que notre nouveau gouvernement, je ne sais pas encore, on pouvait être meilleur dans beaucoup de domaines je peux vous donner l'exemple que la Norvège a montré, et d'autres pays aussi, Nouvelle-Zélande, d'augmenter vraiment le prix du tabac a un effet. Et il ne s'agit pas de seulement l'augmenter de 2 euros, c'est vraiment qu'un paquet de cigarettes en Norvège coûte 12 euros. Et ça a montré qu'on fume beaucoup moins. Mais oui, One Health joue un rôle pour les politiques de prévention, mais je ne peux pas postuler que partout qu'il y a des preuves économiques à toutes les interventions, parce qu'à certaines interventions, ça coûte aussi de l'argent de garder sa population en vie. Et oui, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de discussions. Et c'est peut-être aussi une question, à mon avis, aussi un problème, ou comment on dit ça, des considérations pour les élus. C'est un choix éthique d'investir dans la prévention. Merci beaucoup. Je voudrais intervenir, Gilbert. Vous avez dit quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement important, c'est que la prévention, c'est un métier à part de la médecine. Et vous avez parlé en particulier d'anthropologue, de comportementaliste peut-être, parce qu'une partie de la prévention, c'est bien évidemment le comportement des individus. Et je vous remercie d'avoir dit ça, parce que je pense que nous butons en France sur ce sujet en disant oui, mais les médecins ne font pas assez de prévention. Et moi, je n'arrête pas de dire dans les instances où je suis présent, mais ce n'est pas leur métier. Il faut trouver des professionnels de la prévention. Je voulais vous poser une question sur, nous avons développé en France des structures de coordination qu'on appelle les dispositifs d'aide à la coordination qui, un des éléments qui, à notre avis, enfin à mon avis, et je partage ça avec d'autres, c'est que s'il est très facile de réaliser une coordination des soins à l'intérieur des structures hospitalières, parce que les gens se connaissent, parce qu'ils ont leur téléphone, s'ils ont besoin d'un orthopédiste, ils savent appeler un orthopédiste, parce qu'ils mangent ensemble.
parce qu'ils vont au café ensemble. La coordination sur un territoire est un sujet difficile. Et je voulais savoir comment vous avez pu résoudre ce sujet. Ça, c'est le premier point. Donc, coordination territoriale, comment vous avez fait? Et c'est-à-dire, en gros, vous avez un médecin qui reçoit un malade qui a besoin d'un gériatre, d'un diabétologue, d'un dermatologue, d'un ophtalmo. Comment vous coordonnez sur une notion d'équipe médicale territoriale? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez dit aussi quelque chose de très important, c'est que vous êtes tout numérique dans votre pays. Et est-ce que vous utilisez les outils numériques de surveillance à domicile? Et est-ce que vous utilisez la téléconsultation? Merci beaucoup. Pardonnez-moi pour ces 3 questions. C'est la coordination. Je pense que le fait d'être numérique nous a beaucoup aidés et que nos spécialistes à l'hôpital savent qu'ils doivent être aidants envers les médecins généralistes. Ça ne veut pas dire qu'on est tout à fait parfait, mais qu'il y a une transparence et on sait les trouver parce qu'on est numérique et qu'on on préfère de faire un entretien entre un médecin généraliste et un spécialiste au lieu d'envoyer une personne âgée à 3 différents spécialistes à l'hôpital et faire le... Et en 2007, on a fait beaucoup pour travailler et pour faire des formations ensemble entre les professionnels de santé de l'hôpital et les médecins généralistes et aussi d'autres professionnels de santé et ouvrir cette transparence. Mais je peux aussi dire que ces accords de santé où on a travaillé depuis 2007, aujourd'hui, on a aussi fait une réforme en 2021 avec des nouveaux pôles de santé autour des 21 hôpitaux avec l'urgence. Et c'est aussi pour ce que vous dites, que les gens se connaissent encore mieux et travaillent encore mieux ensemble, mais aussi de dire qu'il y a une chercheuse danoise que j'admire beaucoup qui a dit dans tous les pays, et aussi au Danemark, si on n'arrive pas à coordonner, on invente quelque chose de nouveau, on dit alors on trouve des gens qui doivent coordonner les autres ou une organisation qui doit coordonner. Et là, je crois qu'on essaie de continuer à être une organisation de santé moins complexe. En allant en France comme attaché santé il y a 1 an et demi, j'ai demandé à un jeune futur directeur de l'hôpital de me montrer le système français de santé et je n'ai toujours pas arrivé à le comprendre, si je suis un peu... Et c'est parce qu'il y a beaucoup de niveaux et chez nous, il y en a moins. Et cela ne veut pas dire qu'on est parfait. Et je pense que si on fait une nouvelle réforme, c'est pour encore améliorer cette cohérence et cette coordination dont tout le monde a besoin et qu'on sait exactement qui s'occupe de quoi. Quelle est la division des tâches? Oui. Alors, nous avons une question de Madame Bounouche concernant la fracture numérique. Vous avez beaucoup parlé de l'importance du numérique dans le système danois. Est-ce que Madame Bounouche veut poser la question? Alors, la question, c'est comment faites-vous face à la fracture numérique de certaines populations, comme les personnes âgées ou certains publics vulnérables? Je suppose que vous en avez, comme en France. Nous avons évidemment de moins en moins, parce que ça fait longtemps qu'on est numérique. Cela veut dire qu'une personne de 85 ans, comme ma mère, est numérique grâce à ses petits-enfants, grâce aussi à la société civile. On utilise beaucoup la société civile à former et à aider les personnes âgées. Mais évidemment, c'est aussi la responsabilité d'une municipalité. Mais tous les ans, ça montre, les statistiques, qu'il y a de moins en moins qui ne sont pas numériques au Danemark.
et que quand on a changé, on a tous une carte avec un numéro identifiant. On peut aller à l'hôpital et on met notre carte dans un truc et on sait exactement où on doit aller. Mais évidemment, la municipalité est aussi un service ou une personne qui peut aider les gens qui ont des problèmes. Mais ce que ça montre en ce moment, c'est que ce n'est pas un problème de génération au Danemark. On a certains jeunes qui sont moins numériques, ceux qu'on n'a pas cru, qui ont besoin de l'aide. Et il n'y a pas beaucoup qui habitent dans la rue au Danemark, mais les peu qui sont, évidemment, ils ont aussi des problèmes d'être numériques et ils ont besoin de l'aide. Madame Bounouche, vous voulez rajouter quelque chose ou pas? Oui, merci. Donc, je m'appelle Auréa Bounouche, donc je suis coordinatrice du projet Community Health Worker donc en Belgique. C'est un projet fédéral et donc je m'occupe en fait donc de la région de Bruxelles. Oui. Donc la difficulté en fait qu'on a rencontrée également, c'est avec des personnes qui refusent en fait donc le système numérique. Donc à ce moment-là, enfin comment on peut être aussi affronté à cette difficulté où on l'a vu avec la pandémie, beaucoup de services sont devenus numériques et donc même l'accessibilité via certaines plateformes, donc via par exemple une municipalité, ben, il y a des moments où même les bureaux étaient fermés. Donc on a remarqué que cette vulnérabilité, on a amené en fait d'autres. Et donc enfin, je trouve votre exemple est très pertinent. Donc nous, on est un projet pilote, donc on essaie un peu de s'inspirer un peu de toutes les expériences. Mais je me dis, est-ce que vous avez parlé en fait de la société civile, mais à ce moment-là, comment vous réglez le problème en fait de confidentialité des données et donc et le respect en fait donc des RGPD en fait donc des données personnelles? Évidemment, ça n'a pas toujours été facile non plus au Danemark et ça fait un long parcours pour être numérique. Mais je pense que je parle aussi de quelque chose qui est assez spécial pour notre pays, c'est que dans les pays scandinaves, il y a une très grande confiance. Une confiance qu'on apprend depuis l'école, que si notre système, pendant la pandémie, dit qu'on doit aller à droite, on va à droite. Si on doit aller à gauche, on va à gauche. Et que de devenir numérique, on ne devient pas d'une journée à l'autre, mais je le vois, ça peut aussi être un risque que nos écoles, les enfants écrivent de moins en moins, ils sont numériques. Et que les gens qui ont aujourd'hui 85 ans, ils ont été numériques depuis mon âge, 60 ans. Alors, et c'est sûr que le problème de sécurité joue aussi un rôle, mais nous n'avons pas peut-être non plus l'histoire comme la France. On a une histoire où les nazis ont pu trouver les Juifs et on est arrivé à sauver la plupart pour aller en Suède et c'était affreux. Mais on n'a pas, on partage nos données, les banques savent tout sur nous. On a des applications et les gens se disent chez nous, si les banques savent tout sur nous, on préfère aussi que le système de santé ait nos données parce que c'est pour nous aider. Et il y a vraiment, je crois que culturellement, on travaille beaucoup sur la confiance depuis qu'on est petit. Et que, évidemment, normalement, on dit que, par exemple, dans notre petit pays, ça existe 10 fois par an qu'il y a un médecin généraliste qui ne respecte pas les règles de confidence. Ça peut être l'exemple, 2 médecins se divorcent et un entre ce couple essaie de savoir que l'autre a été en traitement psychiatrique pour l'utiliser. Mais si un médecin respecte, par exemple, pas ça, on est licencié. On n'est pas, comme médecin généraliste, on ne peut pas être licencié, mais on n'a plus d'accord avec la région. Et on est très, très durement pénalisé dans notre pays si on ne respecte pas la confidence, qu'on ne peut pas, comme médecin, voir les données parce que quelqu'un vient chez mon mari chirurgien pour demander est-ce qu'on peut aider ma mère.
il faut qu'il y ait un accord de cette femme pour qu'un autre médecin regarde ces données. Et tout ça est très, très sécurisé. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais je crois que d'être numérique, c'est aussi quelque chose où on a informé, on a donné des possibilités de le devenir. On a vraiment beaucoup utilisé des ressources à pousser et à aider et soutenir. Sylvie Justom, tu veux réagir? Oui, merci beaucoup. Oui, ben déjà, venir à l'appui de ce que vient de dire Madame Smetana, en comparant le Danemark et la France, si on peut partir d'expériences diverses et un peu plus globales. Moi, je suis allée, j'y tenais beaucoup, visiter le Danemark il y a 5 ou 6 ans, et je suis allée jusqu'à Skagen, donc jusqu'au village de la Pointe du Danemark, parce qu'il y a des ressemblances étonnantes entre cette pointe du Danemark et la pointe du Médoc en Gironde. Donc, voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette comparaison entre Skagen et le Médoc, donc, où j'habite. Mais surtout, j'ai pu remarquer, parce que je n'ai voyagé qu'en train et j'y allais en tant que militante écologiste pour justement voir tout ce que les mobilités actives pouvaient faire comme urbanisme favorable à la santé, puisqu'on est sur ce thème-là aussi. Eh bien, j'ai remarqué en train que il y avait parfois des retards, des annulations de trains non annoncées, des gens qui restaient en rade sans correspondance, voilà, et que les voyageurs s'interdisaient tout commentaire négatif. Donc j'ai remarqué un très grand civisme si on compare avec ce que les réactions sont en général en France. Une expression beaucoup plus individuelle et individualiste en France, moins d'adhésion au collectif, moins de discipline collective, globalement sans doute moins de civisme, plus de méfiance. Et ça, c'est vrai que c'est le mot-clé, quoi. La confiance dans les services publics, elle est très grande au Danemark, et en France, ça n'est pas du tout la même chose. Bon, il y a des facteurs historiques à ça, mais pour prendre le champ du numérique, je pense qu'on parle toujours de fracture numérique et d'illettrisme numérique, etc. Mais on commence à voir émerger, y compris chez les jeunes, et y compris dans certaines tendances politiques qui me sont proches, une résistance au numérique. Parce qu'il y a toutes sortes de dérives, il y a toutes sortes d'exploitations des données, il y a des fuites, y compris à l'échelle de grands hôpitaux. On en a eu beaucoup d'exemples dans notre région de Nouvelle-Aquitaine, des hôpitaux complètement paralysés par des attaques de cyberattaques. Donc ça, ce sont des aspects aussi du tout numérique qu'il faut prendre en compte, parce qu'il y a une vulnérabilité par le numérique qui commence à émerger aussi, qui n'était pas du tout envisagé, parce que voilà, numérique égale modernité, égale rationalité, optimisation, etc. Mais en fait, c'est pas si évident que cela, et je pense que ça ouvre un champ aussi de réflexion et de travail en commun tout à fait nécessaire, surtout en cette année 2023, parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on peut aller au niveau géopolitique. Merci. Tout à fait d'accord, et je pense aussi que notre nouvelle stratégie, à cause de la situation actuelle, vise aussi encore plus sur la sécurité. On a aussi eu des cyber attaques sur certains hôpitaux au Danemark, mais jusqu'à maintenant, notre système a pu tenir le coup. Et évidemment, on est très vigilant aussi au fait on voit les CC des Russes qui essayent aussi envers nos banques en ce moment. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai, c'est un sujet très important aussi, et que, oui, on partage avec vous, c'est sûr. Eh bien, Madame Smetana, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je dois vous dire mon admiration pour d'avoir tenu 1h30 avec un français qui est quasiment impeccable.
Je n'aurais jamais fait ça en anglais, pourtant j'en ai fait des années et des années. En tout cas, merci beaucoup. Donc, vous avez édité un petit opuscule qui s'appelle l'organisation du système de santé. Je ne sais pas si on le voit là au Danemark. Si vous permettez, on le mettra sur notre site SPT, si vous en êtes d'accord comme ça. Ceux qui voudront le consulter pourront le consulter. Je tiens beaucoup à vous remercier. Vous êtes une très, très, très bonne ambassadrice du système de santé du Danemark. Et au nom de tous mes collègues de SPT, je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Peut-être Véronique annoncer le prochain webinaire si... Oui, justement, j'étais en train d'y penser. Prochain webinaire, donc un sujet très différent sur éthique et santé. Nous aurons donc les rapporteurs du rapport du Comité national consultatif d'éthique, rapport 141 là, sur éthique et santé, 140 pardon, sur éthique et santé. Donc, plein de choses également à découvrir et qui vont nous intéresser. Ce webinaire aura lieu le 7 mars prochain et sera donc animé par Alexandra Fourcade, donc qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera notre animatrice du webinaire donc, du 7 mars prochain. Donc surtout, on vous attend nombreux sur un sujet très différent, mais néanmoins passionnant également. Merci beaucoup, Madame Smetana. Merci, Madame Smetana. Merci mille fois. Merci à vous. C'était très riche aussi pour moi et on apprend toujours beaucoup de choses en discutant avec tous les autres. C'est nécessaire. On partage les défis aussi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.